Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. 2 mois. Le gouvernement a 2 mois en main pour trouver un repreneur au fourneau de Florange. Arnaud Montebourg assure que tout sera fait pour y parvenir. Les syndicats se montrent pessimistes. Il faut dire que c'est la toute dernière chance pour les salariés du site puisqu'une nationalisation de Florange est exclue. Alors comment le gouvernement va-t-il procéder pour dénicher ce repreneur? Et au-delà, quel est vraiment l'avenir de l'acierie en Lorraine? Analyse à suivre notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud tout à l'heure. Le président Hollande et le ministre de l'Intérieur Manuel Valls à Échirolles, près de Grenoble ce soir, après la rixe mortelle qui a coûté la vie à 2 jeunes hommes. Vendredi dernier, la ville est sous le choc après le lynchage de Kevin et Sofiane. Une marche blanche est prévue demain. Et puis c'est une semaine importante, voire décisive pour Jean-Marc Ayrault. Il défendra demain à l'Assemblée le traité budgétaire européen. Le Premier ministre devra mettre tout son poids dans la balance pour convaincre les récalcitrants chez les Verts, à la gauche de la gauche, mais aussi au sein de son propre camp. À l'arrivée, le texte devrait être adopté, probablement avec les voix de la droite. Alors, quelles conséquences politiques pour le gouvernement? Analyse de Guillaume Tabar et invité ce soir, Jean-Marie Biette. Il est l'auteur du livre L'inconnu de Matignon. Voilà pour les titres. Merci d'être en notre compagnie. Et on débute ce journal par cette information du site lefigaro.fr. Elle concerne les centrales nucléaires françaises. On apprend que 19 d'entre elles ne disposeraient pas d'équipements de secours adaptés en cas d'accident. L'information vient directement de Bruxelles, qui a réalisé des stress tests sur l'ensemble des sites européens. Des défaillances sont pointées pour ces 19 centrales françaises, mais aucune fermeture n'est préconisée pour le moment. Et puis dans l'actualité à présent, ces images de la visite en début de soirée du président François Hollande et du ministre Manuel Valls à Échirolles, près de Grenoble. La ville est sous le choc, vous le savez, depuis le décès de 2 jeunes hommes, Kevin et Sofiane, qui ont été lynchés vendredi dernier par un groupe d'une quinzaine de personnes. Les 2 victimes sont décrites comme des garçons très sages, sans histoire. Le président et son ministre se sont rendus durant près d'une demi-heure tout à l'heure au domicile des familles. Une marche blanche est prévue demain. Elle ira du lycée des jeunes gens jusqu'au lieu de l'agression. Dans l'actualité également ce soir, la prolongation de 24 heures des gardes à vue dans l'affaire de soupçons de matchs truqués sur fond de paris illicites. Les joueurs maintiennent la même version ce soir. Oui, ils ont parié, mais non, ils n'ont pas triché et laissé, comme on dit, filer le match. De son côté, le procureur cherche à montrer ce soir qu'il ne s'agit pas seulement d'une infraction sportive, mais aussi pénale. Alors plus généralement, cette affaire braque les projecteurs sur la loi autour des paris sportifs. Des aménagements sont nécessaires selon la ministre des Sports. On voit tout cela avec Julie Hulin et Pierre Bonjoseph. Un appel à revoir l'ensemble du texte de loi sur les paris sportifs. Voici ce qu'a lancé la ministre des Sports Valérie Fournéron ce matin. Selon elle, les risques sont aujourd'hui multipliés. Le résultat de l'ouverture à la concurrence du secteur des jeux d'argent et de hasard, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Une ouverture encadrée par une loi et par la création de l'ARJEL, l'autorité de régulation des jeux en ligne. Une autorité administrative indépendante qui protège le consommateur et lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent. La Française des Jeux dispose également de 75 personnes qui veillent au bon déroulement des paris qu'elle propose. En cas de pari suspect, elle communique les éléments dont elle dispose aux enquêteurs du service central des courses et des jeux, un système qui a été déclenché le 12 mai dernier et a conduit à l'arrestation de 17 personnes dans le milieu du handball. Si le système français semble aujourd'hui fonctionner, il pourrait être renforcé pour permettre à la justice de croiser les fichiers des fédérations, des opérateurs de jeux et des autorités de régulation. La ministre des Sports souhaiterait également limiter les incitations à parier. Enfin, dernier problème, près de 80% des paris sur les compétitions françaises se font aujourd'hui à l'étranger. L'enjeu serait alors de créer des normes internationales. Et puis, cette question ce soir, combien de parlementaires ont obéi à la consigne de Martine Aubry de rendre leur mandat local? La limite avait été fixée à ce jour par l'ex-première secrétaire qui voulait précipiter le mouvement en allant plus vite que la loi. Alors, côté député, des dizaines d'élus se sont conformés, assure le Parti socialiste. Chez les 117 sénateurs socialistes à présent qui ont obtenu un sursis jusqu'à l'automne, eh bien, vous allez le voir, ils sont rares à avoir anticipé la règle du non-cumul. Les détails avec Marie Brémaud.
Martine Aubry avait rêvé d'un 1er octobre 2012 où les cumulards dans les assemblées ne seraient plus. Alors, première secrétaire du Parti socialiste, elle avait écrit aux députés et sénateurs fraîchement élus pour leur demander de démissionner d'ici la fin septembre. Ce matin, David Assouline, porte-parole du Parti socialiste, voulait encore y croire. Je réitère cet appel de façon nette pour encourager à ce que l'ensemble des parlementaires socialistes soient en avance. En avance, les sénateurs socialistes sur le non-cumul, pas vraiment. Les bons élèves sont suffisamment rares pour les souligner. Fait figure d'exemple, Claire-Lise Campion, sénatrice qui a abandonné la semaine dernière son mandat de vice-présidente du Conseil général de l'Essonne. D'autres, comme les sénateurs Vincent Eblé ou encore Daniel Raoul, affirment préparer leur succession afin de quitter leur mandat local à court terme. Mais la grande majorité des élus du Palais du Luxembourg expriment leur opposition à cette règle ou bien disent attendre l'examen de la loi qui devrait arriver au Sénat durant le premier trimestre 2013. Le joli cadeau piégé de Martine Aubry pour la nouvelle année. Taxe sur la bière, prélèvement pour les retraités imposable, hausse du tabac 3 jours après les mesures fiscales du budget de l'État. Voici l'addition, un peu salée, il faut le dire, pour le budget de la sécurité sociale. Beaucoup de hausse des prélèvements, mais pas pour tout le monde, assure le gouvernement. Les détails avec Flora Sauvage. Hausse du prix du tabac, taxe sur la bière, augmentation des cotisations des travailleurs indépendants. Ces mesures devraient rapporter 4 milliards d'euros à l'État. Le gouvernement a dévoilé ce matin le projet de loi de financement de la sécurité sociale. La hausse de 5 centimes d'euros sur le demi de bière devrait rapporter 480 millions d'euros à la sécurité sociale. Les droits sur la bière en France sont un des plus faibles qui soit en Europe. Et c'est une forme d'harmonisation à laquelle nous procédons qui, de surcroît, a un intérêt de santé publique afin d'en limiter la consommation excessive et non pas la consommation tout court. Parmi les nouvelles recettes, le gouvernement prévoit de taxer les retraités imposables pour financer la dépendance des personnes âgées. La recherche d'économie portera aussi sur des baisses tarifaires sur les médicaments. Il y a aussi, je veux le dire, des mesures d'économie sur le médicament pour environ 1 milliard d'euros, au sein de l'organisation de l'hôpital pour plus de 650 millions d'euros. Il y a donc là un effort de redressement important. Côté dépenses, l'interruption volontaire de grossesse sera remboursée intégralement par la sécurité sociale. C'était l'une des promesses de campagne de François Hollande. Au final, le gouvernement prévoit que le trou de la sécurité sociale sera contenu à 11,4 milliards d'euros en 2013, au lieu de 13,3 milliards en 2012. 2 mois, le gouvernement a exactement 2 mois pour trouver un repreneur au Haut-Fourneau de Florange. Arnaud Montebourg assure que tout sera fait pour y parvenir. Les syndicats, de leur côté, se montrent très pessimistes. Il faut dire que c'est la toute dernière chance pour les salariés du site puisqu'une nationalisation de Florange a été exclue. Analyse dans un instant de notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Simon Barbary. Tous les syndicats la craignaient, mais le comité central d'ArcelorMittal l'a confirmé ce matin. La fin des hauts-fourneaux à Florange signifierait le chômage pour près de 630 salariés sur 2500 employés. La direction tente bien de calmer le jeu. Elle juge possible d'éviter tout licenciement sec et laisse 60 jours au gouvernement pour trouver un repreneur. Mais pour les syndicats, une éventuelle reprise s'apparente à une mission impossible tant que les hauts-fourneaux seront dissociés du reste des activités de l'usine. La moins mauvaise des solutions, c'est le repreneur, mais de tout le site. Le chaud plus le froid. Aujourd'hui, on a entendu qu'il était prévu, s'il y avait possibilité d'un repreneur, de seule la phase liquide. Pour les syndicats, la balle est maintenant dans le camp du gouvernement. Si Arnaud Montebourg ne semblait pas prêt hier soir à évoquer la possibilité d'une nationalisation, la piste est plus que jamais souhaitée par les salariés aujourd'hui. On dit, Monsieur Hollande, aujourd'hui, prenez vos responsabilités, allez jusqu'au bout des choses, ayez un peu de courage, nationalisez la sidérurgie en France, un point c'est tout. La direction d'ArcelorMittal justifie l'extinction des feux à Florange par une forte baisse de la demande d'acier dans le monde. La World Steel Association estime cette baisse à 25% depuis 5 ans. En fin d'après-midi, l'action d'ArcelorMittal grimpait, elle, de 3%. Le plateau du 22h du lundi soir avec nos chroniqueurs économiques. Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et politique, Guillaume Tabar. Bonsoir Sonia. Guillaume. D'abord Jean-Louis Gombaud, on vient de voir ce sujet sur Florange. Est-ce qu'on pourra vraiment trouver ce repreneur, cet industriel, Jean-Louis, en 2 mois ?
En 2 mois, ça paraît difficile et c'est le sursis un petit peu qu'a donné Mittal cet après-midi. C'est très important cette histoire parce qu'en fait, c'est la première application d'une proposition du candidat Hollande, qui était d'ailleurs initialement une suggestion de la CFDT, disant que le propriétaire d'un site qui devait fermer, devait vendre à tout repreneur qui se présenterait. On attend la loi pour dans 3 mois, je crois, et là, voilà l'application. Or, le problème ici, c'est que, comme l'a rappelé un ouvrier à l'instant, ce n'est pas le site qui est à vendre, c'est une partie du site. Donc, autrement dit, les 2 hauts fourneaux qui sont aujourd'hui menacés de fermeture sont coincés d'un côté entre la livraison du coq et du minerai, qui est leur source de matière première, le coq et le minerai étant livrés par Mittal, et de l'autre côté par la production de produits finis qui, lui, sera aussi acheté par Mittal. Donc, autrement dit, c'est un bout de site qui serait à vendre, et on ne voit pas comment un repreneur pourrait développer une véritable stratégie, une politique industrielle autour de ces 2 hauts fourneaux, d'autant plus qu'on ne nous parle pas du prix. Alors, s'il s'agit d'un euro symbolique, par exemple, admettons que Mittal veuille bien accepter pour 1 euro symbolique. Mais ces 2 hauts fourneaux sont fermés maintenant depuis 14 mois. Il faut les remettre en route. Et un rapport officiel qui a été publié en juillet dernier dit oui, le site est vivable, mais il faut investir 300 à 400 millions d'euros pour le faire redémarrer. Donc, cette affaire, on pourrait, de manière un peu vulgaire, on pourrait dire qu'elle est quand même très mal emmanchée. Alors, plus généralement, Jean-Louis se pose la question de l'avenir de la sidérurgie en Lorraine. Alors, moi, depuis que j'ai commencé cette profession, je n'arrête pas, au milieu des années 70, je n'arrête pas de commenter la fin de la sidérurgie. Donc, et effectivement, quand on regarde l'évolution des emplois depuis le milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui, les emplois de sidérurgistes ont été divisés par 5. Et qu'est-ce qu'on remarque malgré cela? Que depuis le milieu des années 70, la production française d'acier reste autour des 20 millions de tonnes. Autrement dit, elle n'a pas progressé, effectivement, mais elle n'a pas reflué, ce qui veut dire, avec une division par 5 des effectifs, qu'il y a eu un progrès de productivité absolument formidable qui a été exercé par les ouvriers de la sidérurgie. Le changement avec l'apparition de Mittal dans le paysage sidérurgique français, c'est que c'est plus les Wendel qui étaient enracinés en France, ce n'est plus l'État, car la sidérurgie française a été nationalisée. Ça n'a pas empêché les licenciements, les charrettes de licenciement dans la sidérurgie. C'est l'apparition de Mittal. Mittal, la France produit 20 millions de tonnes, mais Mittal en produit 100 millions dans le monde. C'est-à-dire que la France est devenue un pion à l'intérieur d'une stratégie globale, d'une multinationale qui est en Amérique latine, qui est aux États-Unis, qui est en Asie et qui est en Europe. Autrement dit, personne ne sait ce que Mittal veut faire des unités sidérurgiques qu'il possède dans notre pays. C'est pourquoi on peut se poser la question non pas de la fin de la sidérurgie française, mais d'une intégration dans un ensemble où elle n'aura peut-être pas beaucoup de place. Merci beaucoup Jean-Louis. Restez avec nous. On va à présent parler d'une autre actualité à venir. Guillaume Tabar, c'est demain. C'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui ouvrira à l'Assemblée nationale le débat autour du traité budgétaire européen. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, avec vous notamment Jean-Louis. Ce sera un vote, ce sera sans vote sur ce discours, justement. Oui. Guillaume Tabar, est-ce que Jean-Marc Ayrault il joue la prudence? Non, enfin, il joue effectivement, il veut éviter que les parlementaires les plus réticents, récalcitrants même sur le traité budgétaire européen, ne saisissent ou ne se soient saisis de ce vote pour dire, eh bien, on soutient bien sûr le gouvernement, on vote pour lui, et puis, s'estimant ainsi dédouané pour voter non pour le traité. Or, l'exigence de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande, c'est de limiter au maximum le nombre de voix de gauche qui voteront contre ce traité. Bon. Pas pour garantir son adoption, car on sait que le traité sera adopté. La droite et le centre ont déjà dit qu'ils voteraient pour le traité. Mais symboliquement et même politiquement, le gouvernement veut à tout prix que les voix de gauche, à elles seules, garantissent la majorité à ce traité. Et à ce jour, ça n'est pas garanti. Donc ça passera probablement avec les voix de la droite, notamment au Sénat. Il y a une majorité qui est très étroite. Est-ce que c'est un moment d'unité républicaine ou est-ce qu'au contraire, ça pourrait être un échec pour le gouvernement si le texte passe avec les voix de la droite ? Non, enfin, j'allais dire ni l'un ni l'autre, unité républicaine, parce que d'abord, tout le spectre de l'Assemblée nationale ne va pas voter pour le traité. Et puis ensuite, il y a bien sûr les majorités qui vont se dégager au Parlement. Et c'est vrai que le total des voix UMP, centristes et socialistes sont très très largement majoritaires. Mais pour autant, elles ne reflètent pas la diversité de l'opinion. Les sondages aujourd'hui semblent indiquer une majorité assez large
en faveur de ce traité s'il y avait eu un référendum. Pour autant, l'opinion française est quand même très divisée. On a à droite le Front National qui est très opposé à ce traité, et on a sur le flanc gauche le Front de gauche et un certain nombre d'alliés du PS qui sont également très opposés. Donc la droite dans son ensemble et la gauche dans son ensemble sont plus divisés que la réalité du Parlement ne le fait croire. Alors, Guillaume Tabar, Jean-Luc Gombault, restez avec nous. On va continuer à parler bien de Jean-Marc Ayrault, qui est aussi appelé l'inconnu de Matignon. C'est un inconnu dont la notoriété, il faut bien le dire, est en forte hausse quand même. Il est au cœur d'un livre, de ce livre que vous allez voir, écrit par Jean-Marie Biette, qui est notre invité dans quelques instants. Mais d'abord, regardez ce court extrait d'une série documentaire intitulée L'enfer de Matignon, qui porte bien son nom. Vous allez le voir, écoutez. Tous ont partagé la même expérience, celle du poste le plus difficile de la République. Premier ministre, ils ont été offerts à tous les coups. Tel est leur rôle, celui d'un bouclier du président. Une fonction sacrificielle dont l'espérance de vie est en moyenne de 2 ans et demi. Mais nul ne l'a refusé. Alors, et on accueille Jean-Marie Biette, directeur départemental de Ouest France. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'inconnu de Matignon, aux éditions L'Archipel. C'est vraiment l'enfer aussi pour Jean-Marc Ayrault, Matignon, quand on voit tous ces premiers ministres. Et encore, la liste est longue, on ne les a pas tous vus, qui parlent de cette cage dorée pénible. Alors, je crois que c'est l'enfer pour chaque Premier ministre, mais lui arrive un moment bien particulier, un moment où une présidence se veut normale. Et un moment où le président dit normal a voulu choisir quelqu'un qui lui ressemblait, avec qui il s'entendrait bien, mais dans un moment exceptionnel, un moment d'une crise assez grave. Donc je crois que c'est assez difficile de comparer avec d'autres. Alors, on va parler longuement de Jean-Marc Ayrault et de votre livre. Juste, Guillaume Tabar, c'est encore et toujours le lieu de tous les stress. Matignon, le réceptacle de tous les problèmes, la cage dorée d'un enfer, comme on l'entend dans ce documentaire. Alors, Jean-Marc Ayrault lui-même s'en défend et dit qu'il savait, en arrivant à Matignon, que c'était l'un des centres de décision de l'État et que forcément tous les problèmes y remontaient. Donc, alors, est-ce que c'est fin, est-ce que ça ne l'est pas? Vous qui le connaissez sans doute mieux que nous, vous savez peut-être qu'il a cette carapace qui lui permet d'affronter tout ça. Bon, voilà, cage dorée, mais c'est quand même un lieu de décision. Oui, de décision, mais Matignon n'est plus vraiment la salle des commandes de la France, depuis que c'est le quinquennat et plus le septennat. Mais en fait, elle ne l'a jamais été. On a beau parler des variations, des variations de présidence plus ou moins distantes. Bon, c'est vrai qu'il y a des alternances, que François Mitterrand est un président plus distant, encore que Jacques Chirac, dans son 2e mandat, a été nettement plus distant. Bon, mais Georges Pompidou, vous voyez, c'est pas l'histoire récente. Georges Pompidou était un président très actif et qui les décisions se prenaient à l'Élysée et pas à Matignon. La preuve, c'est que c'est ce qui a valu la rupture avec la Chaban-Delmas et l'arrivée de Pierre Messmer. Donc, vous voyez, c'est un peu cyclique. Il n'y a pas de loi, j'allais dire, concernant la Ve République. Bon, et après, chacun, c'est le jeu des personnalités, plus ou moins fortes à l'Élysée, plus ou moins fortes à Matignon, et ensuite les réglages se font. Alors, parlons de la personnalité de Jean-Marc Ayrault. Justement, dans votre livre, Jean-Marie Biette, vous recueillez les confidences, les propos notamment de François Hollande sur Jean-Marc Ayrault. Je cite, il dit de Jean-Marc Ayrault, il a de la pudeur, il fait preuve de discrétion, etc. On a l'impression que le président a plus choisi l'homme, l'ami Ayrault, plutôt que le politique. Est-ce que c'est le cas ? Je ne suis pas certain, parce que si on fait un raisonnement par l'absurde, qui aurait-il pu choisir? Et là, il y avait une petite liste, non? Il y a une petite liste, mais très rapidement, vous éliminez tous les noms. Parce que finalement, il faut se souvenir d'une émission sur France 2, des paroles et des actes, où il avait un petit peu dressé le portrait robot de son futur Premier ministre. Et là, on avait vu en filigrane Jean-Marc Ayrault. Oui, c'est celui qui avait le plus d'affinité avec lui. Oui, et qui pouvait travailler en confiance, qui avait parce qu'il ne faut jamais oublier que le Premier ministre, c'est à la fois effectivement le super directeur de cabinet du Président de la République, mais c'est aussi le chef de la majorité. Et quand on a 15 ans de présidence du groupe socialiste, quand on voit tous les problèmes qu'il va y avoir, on voit bien, arrive le vote sur le traité européen, arrive surtout le budget, et on voit bien qu'il faut quand même avoir une certaine expérience d'une maîtrise d'une majorité parlementaire. Et ça, il l'a obtenu, non sans mal d'ailleurs, parce que quand on voit les débuts difficiles de Jean-Marc Ayrault, il faut se souvenir que quand il a été nommé par Lionel Jospin en 1997 président du groupe à l'Assemblée nationale, il y a eu le fameux vote du PACS qui a été totalement raté.
écarté en première lecture, enfin un pataquès incroyable. Et à l'époque, moi je me souviens de Libération lui mettant un bonnet d'âne, l'appelant zéro pointé, avec les Fabius, les Montebourg, enfin ses chers amis du Parti Socialiste. Et derrière, c'est là qu'est le vrai Jean-Marc Ayrault. Derrière, il a su rétablir son autorité en travaillant avec le député de base, en étant un bosseur. Donc un long cheminement. Voilà. Alors, mais je crois que ça peut permettre de comprendre ce qui va être quel Jean-Marc Ayrault on va voir dans les prochaines semaines. C'est très intéressant. Alors, il y a les propos recueillis par François Hollande dans ce livre sur Jean-Marc Ayrault. Il y a aussi ceux de Franck Lovrier, évidemment très différents. Ancien conseiller pour la communication de Nicolas Sarkozy, très tranché, très dur. En fait, la droite dit que Jean-Marc Ayrault est en voie de cressonnisation, du nom de l'ancienne Premier ministre, Édith Cresson de François Mitterrand. Ça ne doit pas lui faire plaisir, ça. Non, c'est d'autant plus vachard et d'autant plus paradoxal que Jean-Marc Ayrault a commencé à exister nationalement précisément en demandant la tête d'Édith Cresson. Une dépêche AFP où il demande à Mitterrand, Mitterrand dont il a une histoire assez proche quand même, et il tue le père un petit peu, il fait une dépêche AFP en disant le président doit comprendre qu'il faut démettre le gouvernement. Alors, il y a eu ces derniers temps des unes de presse assez dures. Guillaume Tabar et Jean-Luc Gombault, je vous pose la question sur Jean-Marc Ayrault. Est-ce qu'il n'y a pas un peu du héros bashing de la part des médias? Bon, de la droite, c'est un petit peu normal, mais des médias, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'acharnement sur les premiers pas de ce Premier ministre? Je crois qu'il y a une déception. Et que pour l'instant, le président, vu qu'il est là depuis quelques mois seulement, 4 mois sans doute, est épargné un petit peu par ce bashing. Mais il y a une déception, il y a une déception, une attente non satisfaite. Et je crois que Ayrault prend des coups parce qu'il est, traditionnellement, il est au premier, il prend les premiers coups. En réalité, il est Premier ministre, il prend les premiers coups. Oui, enfin, j'ai presque envie de dire l'inverse, parce que là, ce qu'on a vu à la rentrée, c'est quand même avant tout du Hollande bashing, assez virulent contre le président, et Jean-Marc Ayrault plutôt un peu plus épargné. Il y a eu des critiques, mais les critiques, elles ne sont pas tellement venues de la presse que de ses propres ministres qui ont mis en cause son autorité. Jean-Marie Biette en parle, des confidences. Ce sont ces ministres, et non pas la presse en premier, qui, à la fin de l'été, lui ont reproché d'avoir été absent de la scène publique. Mais en même temps, c'est vrai que vous avez raison, c'est qu'il y a un peu des modes, et plutôt il y a des moments médiatiques où une critique n'est pas possible, ou inversement, un compliment n'est pas possible. En mai-juin, lors de l'élection de François Hollande et de la mise en place du gouvernement, la critique n'était pas possible. C'était héros superstar, on disait c'était l'homme qu'il faut. Bon. Or, pour être franc, son discours de politique générale n'était pas bon. Mais à l'époque, on ne peut pas le dire parce qu'on était en pleine Hollande et Héromania. Aujourd'hui, ces interventions ne sont pas pour autant indignes, mais il y a un peu le mode de dire finalement il est terne, etc. Bon. Peut-être que le discours de demain sur l'Europe sera un test. Mais demain, il devra faire preuve d'autorité, justement, Jean-Marie Biette. On parle souvent de ce problème ou pas d'autorité. Est-ce qu'il est, parce qu'il est bien connu de votre côté, du côté de Nantes, est-ce que c'est un homme qui sait faire preuve d'autorité naturelle, ou est-ce sans tomber dans l'autoritarisme, ou est-ce qu'il n'a pas ces qualités? J'allais dire que, sincèrement, c'est pas le même lieu, c'est pas le même niveau de pouvoir. Quand vous êtes maire d'une grande ville, président d'une grande métropole, vous avez de l'autorité parce que tous les gens qui vous entourent vous doivent tout, surtout après 23 ans de pouvoir. Et là, il sait gouverner. Quand vous êtes avec Fabius, Payon, Montebourg, vous ne pouvez pas user des mêmes armes. Et donc, son autorité viendra de la confiance réitérée ou non de François Hollande. Il y a aussi un élément qui revient souvent dans les portraits qui lui sont consacrés, même dans les émissions de télévision. Vous aviez cité celle de France 2. C'est le fait qu'il n'est pas issu, j'allais dire, de la noblesse d'État, de la grande bourgeoisie. Il est d'une famille ouvrière et voilà ce qu'il dit. Il dit « Je n'ai pas de complexe social, mais je suis gêné à Paris par une forme d'élitisme et de condescendance ». Il a cette gêne, elle est en lui. Alors clairement, ça, il l'a toujours dit. Mais vraiment, il l'a toujours dit. C'est entre guillemets, vous savez, là-bas, ils nous prennent tous pour des cons. Il y a 3 photos. On a mis 3 photos parce que ça rappelle aussi Pierre Bérégovoy et Pierre Mauroy, qui ne sont pas dans le même moule, qui n'ont pas été façonnés tous pour arriver à ce poste. Oui, non, mais alors, il y a 2 choses. C'est quand même pas un homme d'état d'âme. C'est-à-dire que ça l'agace au plus haut point parce que c'est pas l'homme des petites phrases, c'est pas l'homme des dîners en ville. Il va pas faire un numéro de claquette sur la table d'un studio. Il va pas aller chez Ruquier, chez Fogel, chez qui on veut. En revanche, pour lui, la politique, c'est sérieux. Alors en France, est-ce que c'est bien vu ça? Guillaume, je vous laisse répondre. Est-ce que c'est bien vu ça?
Oui, mais c'est aussi un genre. C'est-à-dire que le sérieux et le refus de paillettes est aussi un mode de communication. Ah, il ne se le crée pas. Sincèrement, c'est lui. C'est-à-dire qu'il est entier dans ses défauts et dans ses qualités. Enfin, je crois. Hein. Oui, mais enfin, il y a toujours un moment où des éléments de personnalité sont mis en avant. On a beaucoup parlé du fameux bus Volkswagen avec lequel il part en vacances. Bon, personne n'a fait d'investigation pour trouver le bus Volkswagen. C'est bien qu'il y a un moment où lui... Ah, c'est pas de la com. non, mais c'est quand même bien qu'à un moment donné, lui, il a fait savoir parce que voilà, ça lui permettait de peaufiner cette image. On voit l'image là, ici, oui. d'homme modeste. Même si elle est réelle, mais il n'empêche que la réalité d'une personne se transforme toujours en élément de communication. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur cet inconnu, qu'il est de moins en moins, il faut le dire, c'est l'inconnu de Matignon. Merci Jean-Marie Biette, c'est aux éditions de l'Archipel. C'est à paraître le 3 octobre. Le 3 octobre. Après-demain. Merci donc d'être venu le présenter en avant-première. Merci Guillaume Tabar et Jean-Louis Gombaud. C'est la dernière page du 22h avec tout de suite à présent tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info préparé par Cécile Sixou. À Marseille, les Roms sont toujours indésirables. Après avoir été expulsés jeudi dernier de leur campement de fortune par des riverains exaspérés, ces familles qui avaient trouvé refuge sur ce parking devraient être de nouveau évacuées suite à une plainte déposée par la mairie de la cité phocéenne. La Ligue des droits de l'homme dénonce une persécution inhumaine. Pas d'affiche ni slogan. Dans la bataille pour la présidence de l'UMP, Jean-François Copé cherche de nouveau à se démarquer. Lui n'aura pas de matériel de campagne, contrairement à François Fillon qui l'a dévoilé aujourd'hui. Je n'ai pas fait d'affiche ou de slogan parce que j'ai pensé que c'était pas une campagne présidentielle. Vous savez, c'est pas une primaire avant l'heure. La semaine dernière déjà, le secrétaire général de l'UMP a cherché à se différencier. Il a placé le curseur de sa campagne à droite en dénonçant le racisme anti-blanc. C'est officiel, désormais vous pourrez placer sur votre livret A 19 125 €. Jusqu'à présent, les dépôts étaient limités à 15 300 €. Une première augmentation de 25% du plafond donc, comme promis par le candidat Hollande. Elle sera suivie d'une seconde équivalente avant la fin de l'année. Après le scandale des implants PIP, le Sénat examinait aujourd'hui le rapport sur la médecine et les soins esthétiques. Les sénateurs souhaitent mettre fin au laxisme. Cet après-midi, pour interpeller la ministre déléguée à la famille, Dominique Bertinotti, Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne, n'a pas hésité à se confesser. L'idée de vieillir m'insupporte complètement. Comblement de rides, de liposuction, botox, acide lifting, système filaire. Tous ces procédés me sont familiers, car voyez-vous, Madame le Ministre, j'en suis, je l'avoue, assez consommatrice et depuis un certain temps. J'ajoute que végétarienne, j'ai une pratique quotidienne du sport et je pratique le jeûne thérapeutique depuis environ une trentaine d'années. Dire que mon image m'importe est un euphémisme. La ministre a annoncé qu'un décret pour durcir la législation en matière de cabines de bronzage est en préparation. La première fois que Plantu a dessiné dans le monde, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, le journal lui rend hommage avec une édition entièrement illustrée par ses dessins. Petit florilège. Voilà, on termine ce journal avec ces beaux dessins de Plantu. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre soirée documentaire sur Public Sénat. Vous allez le voir, ils sont partout, à la maison, à la cantine, au restaurant. Les aliments transformés remplissent nos assiettes. Ce sont les alimenteurs. C'est le titre du docu à suivre. Tout de suite, belle soirée et à demain avec plaisir. « 1945. À la fin de la guerre, l'agriculture est désorganisée. Pour nourrir les populations, démarre une course au rendement à coups d'engrais et de pesticides. On calibre, on robotise, en un mot, on industrialise.
De la maison à la cantine, de la cafette au restaurant, les produits transformés ont progressivement envahi nos assiettes. Aujourd'hui, 8 aliments sur 10 sortent tout droit d'une chaîne de fabrication. Au placard, les bonnes vieilles recettes qui ont fait la gastronomie made in France. Dorénavant, l'industrie agroalimentaire fait sa petite cuisine dans son coin. Reste à savoir si le menu qu'elle nous concocte est bon pour la santé. Le fait qu'on mette l'alimentation en tête de l'intitulé du ministère, c'est pas un gadget, c'est un vrai changement politique majeur à mes yeux. Ça veut dire que la première responsabilité de ce ministère, c'est de garantir à tous les Français une alimentation de qualité, avec des produits sains. L'offre alimentaire actuellement qui est proposée aux Français, mais de manière générale dans tous les pays occidentaux, c'est une alimentation qui est extrêmement transformée par rapport aux aliments de base. Avec perte de minéraux, perte de vitamines, perte de tout un tas de nutriments nécessaires pour la bonne santé de l'organisme. La seconde conséquence, c'est l'ajout massif de produits qui y sont ou n'y sont pas au départ, en quantité plus ou moins importante, mais en général considérable là aussi. Donc des sucres, du sel, des graisses, des colorants, des conservateurs, tout ce que vous voulez. « 500 000 à 600 000 produits alimentaires proposés à la vente actuellement en France. Ce qui est une pléthore absolument considérable d'aliments, la plupart totalement inutiles pour se nourrir correctement, certains nocifs. Les traitements industriels des aliments, certains, mais en particulier les traitements thermiques, peuvent conduire, en fonction de la température, mais si la température est trop élevée, à des dégradations de certains constituants. Il y a des solutions technologiques pour absorber ces substances qui ont un mauvais goût ou une mauvaise odeur par des additifs qui sont des bêta-cyclodextrines. Alors c'est en particulier vrai pour les